on va passer à la dernière présentation. Jean-Pierre Lechaud, formé pour soigner, l'objectif de chirurgie solidaire. Bon, Monsieur le Président, mes chers collègues, je trouve assez extraordinaire de succéder à cet exposé auquel je n'ai rien compris, car je n'appartiens plus à cette génération-là et je suis retourné, moi, en Afrique pour retrouver véritablement le sens profond de la chirurgie. Donc voilà, cette expérience, c'est l'expérience du Nord Kivu, l'expérience de chirurgie solidaire. Et ce qui vient d'être dit concerne essentiellement des chirurgiens, et en tout cas des futurs chirurgiens. Et on peut se poser la question, quand il n'y a pas de chirurgiens, qu'est-ce qu'on fait pour toute cette multitude de gens qui vivent dans les déserts chirurgicaux? Et Chirurgie Solidaire, donc cette association qu'on vous a présentée aujourd'hui, a une réponse, c'est de former dans ces pays en voie de développement des médecins généralistes ou même des infirmiers à la chirurgie élémentaire et à l'anesthésiologie. Cette démarche est en parfaite concordance avec l'OMS, qui a un programme qui est intitulé Global Initiative, etc., et qui consiste donc à développer cette chirurgie simple dans les pays en développement. Et cette OMS avait constaté qu'il y a environ 2 milliards de patients encore dans le monde qui n'ont pas accès à la chirurgie en urgence et aux soins chirurgicaux, et que 10 à 20% des décès des jeunes adultes dans les pays en développement sont directement attribuables à un geste chirurgical inadapté. Et la conclusion était que la simple chirurgie permet de changer cette situation. C'est exactement la définition qui conviendrait à la chirurgie solidaire, en particulier dans cette activité qui est la mienne dans le Nord Kivu, cette province un peu instable de la République démocratique du Congo, où Chirurgie Solidaire forme à la chirurgie élémentaire dans 2 centres, à Butembo ici et à Goma ici. Et la plupart de ces jeunes médecins ou futurs médecins seront destinés à aller exercer dans des hôpitaux de brousse, dans des conditions de précarité et d'isolement absolument extrême. Pourquoi cette situation dans cette province? Eh bien, la démographie chirurgicale est la suivante. Il y a à peu près 5 chirurgiens pour presque 6 millions d'habitants. Et ils sont naturellement tous dans les grandes villes et il n'y a pas un seul médecin anesthésiste. Pourquoi cela? Pourquoi ce désert chirurgical? Eh bien, à cause de ça, à cause de ces conflits incessants qui ensanglantent ce pays et qui, en particulier, ont contribué à faire partir en extrême urgence la mission de CS qui se trouvait à Goma le 20 novembre 2012 devant la prise de la ville par le mouvement rebelle. Je vais maintenant illustrer un petit peu cette chirurgie simple pour les médecins généralistes. Alors, je ne sais pas si... Ah oui. Alors, évidemment, les conditions d'exercice ne sont pas du tout celles de la photo de gauche, mais beaucoup plus souvent celles de la photo de droite. Les lieux d'exercice ne sont pas du tout ceux de gauche, mais beaucoup plus souvent ceux de droite. Bon, beaucoup plus près donc de Lambaréné que de Strasbourg. Ensuite, les moyens pédagogiques ne sont pas ceux de la photo de gauche, mais ceux de droite, avec recours constant au tableau noir, à la craie blanche, et plus encore au compagnonnage à l'ancienne au bloc opératoire. Voici maintenant les objectifs de cette chirurgie. Cette chirurgie a des objectifs simples, c'est sauver la vie, limiter l'infirmité par des techniques simples, peu coûteuses et en utilisant toujours les ressources locales, car on n'amène pas de matériel. On est amené ainsi à utiliser des techniques qui paraissent sous nos climats complètement obsolètes. Et si vous voulez, là, on va faire un jeu de rôle. Je vais vous reproduire exactement l'enseignement que j'ai fait en 2011 à propos des occlusions coliques à Goma, devant un public de jeunes Congolais avides d'apprendre. Il s'agissait de commenter cette observation d'occlusion aiguë du côlon par un cancer du côlon descendant.
Et le chirurgien, entre guillemets, local, avait cru bon de faire une résection anastomose en un seul temps. Les suites étaient prévisibles, les voici. La patiente a été transférée dans un état dramatique, dans le coma, avec des fistules multiples après plusieurs réinterventions, et elle est décédée. Que fallait-il faire? Alors, évidemment, on a étudié la littérature internationale, et en particulier cette publication systématique faite par des Suisses en 2007. Ils conseillaient de faire plutôt des procédures en un seul temps, plutôt de faire des résections segmentaires que des résections subtotales. Il conseillait de faire du lavage sur table, car ainsi on diminue un peu la morbidité. Et ensuite, il considérait naturellement que le stent était véritablement la meilleure solution. Alors, que fallait-il faire, puisque tout ceci est absolument inapplicable sous ces climats? On peut faire une colostomie transverse, mais la colostomie transverse, je vous le signale, est un geste dangereux par une voie d'abord limitée sur un côlon distendu et fragile, source de complications septiques et de mortalité. Et d'ailleurs, M. Adloff, en son temps, avait bien compris ça, disait que la colostomie était en partie responsable du mauvais pronostic immédiat. Alors que faire? On revoit ce cliché et je vais vous conseiller de faire une sécostomie. La sécostomie, pourquoi? Eh bien parce que le sécom, c'est une partie mobile du côlon, parce que c'est toujours la partie la plus distendue, on le voit très bien ici, du cadre colique. Ce sécom est transformé en une chambre marométrique close à cause de la continence de la valvule, et il est exposé à la rupture, et donc à l'ischémie de la paroi et à la rupture secondaire. En plus, il est très facile d'abord chirurgical. Bien sûr, c'est une technique obsolète, ici. Et M. McGregor disait en 1993 que ça appartenait à l'histoire chirurgicale. On est d'accord. Mais je pense qu'il parlait à ce moment-là de la sécostomie avec tube, c'est-à-dire l'implantation d'une sonde de Petzer dans le sécom, qui était une vraie catastrophe, source de complications septiques et d'inefficacité totale. Ce que je vous propose, moi, c'est de faire une véritable colostomie latérale, une sécostomie latérale. Et si on revoit la technique, il vous suffit sous anesthésie loco-régionale, voire même locale, avec une excision limitée de la fosse iliaque droite et une incision de McBurney, d'aborder le sécom qui est directement sous la peau, de le ponctionner, de le vider de son contenu aérique à la seringue, ou, si vous en avez un, comme j'en ai un moi, un trocard de potin extraordinaire. Ensuite, vous transformez ce sécom en une espèce de baudruche éclatée et vous pouvez l'extérioriser sans aucune difficulté, le coudre à la peau de cette façon et l'ouvrir immédiatement. Ce qui provoque un spectaculaire effet, l'abdomen s'effondre, s'affaisse, le transit se rétablit presque toujours par les voies naturelles car le péristaltisme reprend. Le patient, votre patient pourra être alimenté le jour même de l'intervention et on pourra ainsi envisager la résection secondaire ici ou peut-être après qu'on l'ait transféré, bien sûr, et ce sera une espèce de préparation à la colectomie segmentaire seconde. Les inconvénients, il y en a. Il y en a, on ne sait pas si la tumeur était extirpable. Il peut y avoir, et j'en ai eu un cas, une inefficacité par une occlusion du grêle associée par carcinose. Et enfin et surtout, cette sécostomie ne peut pas être définitive sous peine de voir survenir cet accident qui est donc un volumineux prolapsus chez une patiente que j'avais opérée mais que je n'ai pas réopérée sur place. Voilà donc cette observation. Je vous raconte ça essentiellement pour vous démontrer le monstrueux fossé qui existe entre la médecine du Nord et la médecine du Sud. La médecine du Nord qu'on a vu tout de suite, ces visioconférences hallucinantes, et ce que j'ai fait là-bas. Je voudrais également vous démontrer que les futurs chirurgiens du Nord seront bientôt complètement incapables d'assumer la chirurgie du Sud dans ces conditions. Ils ne sauront pas le faire. Et on peut se demander s'il ne faut pas envisager dans nos facultés de faire un nouveau type d'enseignement, un enseignement plus universel, plus mondialisé. Et c'est l'avis de... Ah, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de vous rapporter ma série de 19 patients.
où il y avait donc eu un décès et une durée moyenne de séjour de 21 jours. J'ai appelé ça un protocole en 3 temps, 3 semaines. Donc voici la conclusion de ce chirurgien britannique du Nigeria, Holcomb, qui disait qu'il fallait absolument créer une chaire de chirurgie tropicale. Je suis absolument d'accord avec cela et je me demande même si, à l'avenir, dans le cadre de cette chirurgie d'un autre temps, ce personnage, photographié ici en 1912 à l'hôpital Tenon, ne pourra pas redevenir un maître à penser, c'est Henri Mondor et ses diagnostics urgents. Et comme je suis là essentiellement pour vous faire la promotion de cette association Chirurgie Solidaire et de chercher du recrutement, bien entendu, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer une affiche d'un autre temps et de paraphraser cette affiche. Engagez-vous, engagez-vous dans la chirurgie solidaire. Merci. Non, tu veux pas. Merci, merci. Philippe Mar. Non, oui, non. Moi, j'ai rien à dire. Non, simplement. On fait une discussion. Non, je voudrais simplement, Jean-Pierre, te dire que tu as extrêmement raison d'insister sur cet aspect qu'on peut appeler l'adaptation de notre enseignement aux besoins. Et il est vrai que quelquefois on forme des chirurgiens ici sur place dans les hôpitaux de Paris à des techniques très, très sophistiquées, et lorsqu'ils vont retourner dans leur pays, ils seront très malheureux. D'abord de ne pas pouvoir le faire, parce qu'ils n'ont aucune technologie, aucun environnement pour faire ces techniques, mais également parce que ce n'est pas du tout adapté à ce qui est nécessaire. Faire des hépatectomies étendues alors qu'il y a des gens qui meurent d'appendicite, c'est complètement déraisonnable. Mais je vais me permettre de faire une remarque qui est un petit peu en réponse à ce que vous avez dit quand vous avez parlé de cette audit qui a été faite par le ministère de la Santé sur le rôle de la chirurgie, en disant que traiter l'individu était une chose, mais arriver à prendre en charge une population était différente. J'étais il y a très longtemps pendant mon service militaire en Afrique subsaharienne, où j'ai passé plus de 2 ans, et j'étais dans un organisme mixte. Il n'y avait pas que des médecins. Il y avait également des nutritionnistes, des agronomes, et ils se moquaient des médecins en disant: vous traitez des individus, au mieux vous traitez des épidémies, mais ce n'est pas ça la réalité. Car si vous faites vivre des gens, il faut leur donner les moyens de subsister, de vivre. Et il vaut mieux leur apporter de l'eau, pas mieux, il faut en plus leur apporter l'eau et des terres arables, car nous continuerons au bout notre mission. Alors évidemment, ceci ne méjuge en rien ce que nous faisons. Je pense que ce que nous faisons, ce qui a été dit aujourd'hui, est tout à fait remarquable. C'est notre rôle de médecin, de chirurgien, de faire ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas en faire plus, mais au moins, faisons-le. Donc, tu as tout à fait raison de montrer, par une forte illustration, combien on doit s'adapter à ce qui se fait. Et incidemment, je pense que, outre la formation des chirurgiens spécialistes étrangers dans nos hôpitaux, lorsque le besoin se fait sentir dans leur pays, c'est bien qu'ils apprennent à faire des techniques perfectionnées pour ensuite les faire chez eux, lorsqu'ils ont les moyens matériels de le faire, autant que ce soit nous qui le fassions, plutôt que d'autres pays européens ou transatlantiques. Mais d'un autre côté, pour d'autres pays, il vaut mieux aller sur place. Et tu as tout à fait raison de montrer. Quand on va sur place, on découvre ce qu'on ne peut même pas imaginer, et il faut revenir à une chirurgie historique, parce qu'on a affaire à des cas historiques également. Voilà. J'ai une autre remarque à faire, mais elle est plus générale, peut-être après toi. Non, simplement, je dis, voilà, simplement, c'est une remarque générale. Notre académie a pour mission de transmettre un message. Et ma question était, quel est le message qu'on peut transmettre aujourd'hui à nos autorités et à notre média sur ce point très important? Ça fait 3 fois, en 3 années, que nous faisons une séance sur ce type d'action des chirurgiens français.
Et donc, je pense qu'il faut essayer, à la suite de cette séance, de dégager un message général. Nous avions dit l'année dernière qu'il fallait faire un recensement de nos actions. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'elles sont dans des domaines extrêmement différents. Et déjà, rien que la catégoriser est une chose. Et ensuite, la recenser. Et je pense qu'on pourra peut-être en sortir un message et le transmettre à nos autorités, si elles sont à même de nous écouter. Moi, je voudrais féliciter très, très, très chaleureusement l'orateur qui a véritablement très, très bien décrit la situation réelle de l'Afrique et des problèmes de formation qui découlent sur les problèmes de pratique qui vont véritablement mailler le territoire. Donc je veux véritablement le féliciter car je crois qu'il a vraiment bien décrit le fond du problème. Deuxième chose, il s'est appuyé sur l'exemple de cette affiche qui est le témoignage de ce qu'il veut faire et de ce qui a été fait par un homme qui s'appelait Jameau. C'était la méthode Jameau, qui est un homme qui s'est occupé surtout d'épidémiologie tropicale et de maladies du sommeil. Mais le principe de sa technique était exactement le même que celui que vous utilisez, c'est-à-dire qu'il démultipliait son action à travers de la formation de sous-ordres qui, ainsi de suite, allaient en formation d'autres sous-ordres, allaient véritablement émonder l'ensemble d'un territoire et faire des interventions relativement simples comme des hernies, comme des césariennes, etc. et qui permettaient de faire du maillage territorial dont je parlais tout à l'heure et de la prévention. Donc c'est véritablement la technique de Jameau qui a été, que vous reproposez et que vous êtes en train de réinventer et qui a donné des résultats parfaits en matière de maladie du sommeil, à telle enseigne que Jameau est le seul Français qui a sa statue encore devant un ministère de la Santé en Afrique, et notamment à Yaoundé au Cameroun. Moi, je voulais rajouter une chose par rapport à la chirurgie tropicale. Je crois que la chirurgie tropicale, c'est un concept dont on a beaucoup parlé. Je crois que maintenant, en fait, on parle de la chirurgie du Nord, du Sud, tout ça. En fait, avec la mondialisation, il y a beaucoup de gens du Sud qui sont au Nord, des gens du Nord qui sont au Sud. Je crois que la grande différence, c'est la chirurgie des riches et la chirurgie des pauvres. Et c'est ce qui a été très bien montré par le chirurgien indien l'autre jour, avec d'un côté une vieille Volkswagen et de l'autre côté une Rolls. Non, mais enfin, c'était une image. Mais je veux dire, il n'y a plus de chirurgie tropicale. Il y a le pied de Madura ou tout ça, il y a quelques cas. Mais le reste, c'est des gens qui arrivent pour le cancer à un stade 8 ou une occlusion au 4e jour. Et donc, faire une chaire de chirurgie tropicale, moi, je pense qu'il faut plutôt une chirurgie en situation de précarité. Voilà, merci. Je voudrais, à propos d'un exemple un peu personnel, montrer que tout de même, la chirurgie moderne n'est pas une mauvaise chose. Quand j'étais en Algérie dans les années 75, aux urgences, j'avais une mortalité considérable par perforation d'ulcères. Bon, j'avais des chirurgiens étrangers qui opéraient n'importe comment. J'ai mis au point un système très bête de dialyse péritonéale associée à l'aspiration. Et sur 72 malades, on n'a pas eu un décès. Et on a eu 2 patients qui ont dû être seulement opérés, 70 autres non opérés, s'en sont très bien sortis. Mais maintenant, on ne fait plus ça parce que les chirurgiens opèrent mieux, parce qu'ils ont été formés, parce que les anesthésistes font bien. Et donc je crois que les deux méthodes sont compatibles en fonction du niveau, mais qu'en effet, il faudrait créer un certificat de médecine, de chirurgie de la précarité ou de chirurgie tropicale comme on veut. Voilà. Daniel, veux-tu un autre commentaire, une autre question? Oui. Oui. Il y a un institut qui est exemplaire à Bamako, qui s'appelle l'Institut d'ophtalmologie tropicale africaine, qui est exemplaire et qui associe la formation, le traitement et la recherche. Et qui est un petit institut qui est ouvert à tous les pays centrafricains et qui traite de la cécité, qui est un véritable fléau, et qui permet, à travers la formation d'infirmiers, d'aller
au-delà de frontières, traiter, former les gens. C'est un petit bijou en matière de concept. Juste une observation et une proposition. Je suis impressionné par tout l'ensemble des connaissances qui ont été données et ce serait vraiment dommage que ce soit perdu. La proposition, c'est pourquoi ne faut-il pas réfléchir sur la création d'une section pluridisciplinaire dans l'Académie de chirurgie spécialisée dans cette chirurgie particulière, vu l'expérience que vous nous avez montrée aujourd'hui. Mon général, excusez-moi, mais je vais répondre. L'Institut Lyotta n'existe plus. Hein. Voilà, depuis pas mal d'années, depuis le départ de Resnikov. Maintenant, c'est une clinique privée qui ne forme plus personne du tout. Bien. Je tiens à remercier tous les présentateurs et commentateurs pour la brièveté de leurs interventions qui nous permet de terminer pratiquement à l'heure. L'intérêt, je pense, a été très grand dans cette séance avec des présentations extrêmement diverses, des formes d'action tout à fait différentes. Et je rejoins tout à fait les commentaires qui vont dans le sens de... Eh bien, qu'il serait dommage que toutes ces données soient perdues. Il faut sûrement en faire quelque chose avec ce qui a été prononcé déjà il y a 1 an et il y a 2 ans. Je pense que l'Académie de chirurgie, à ce niveau, possède un niveau de document et à partir de là, il faut élaborer une réflexion et faire des propositions avec l'espoir qu'elles pourraient être entendues. Je vous remercie.